Lors du repas de famille, mon père m'a humilié devant tout le monde, à 34 ans, sans mari, tu es un échec. Ils ont tous ri, ma sœur la première. J'ai répliqué calmement, alors, ça fait quoi quand cet échec arrête de payer tes dettes dès demain? Le silence qui a suivi valait plus que tout les chèques que j'avais signés depuis 10 ans. Je m'appelle Fanny, j'ai 34 ans, et voici comment j'ai cessé d'être la banque de ma famille pour redevenir, enfin, moi-même. Tout a commencé sur l'autoroute A20, ce ruban d'asphalte gris qui relie la modernité de ma vie à Paris au fantôme de mon passé à Limoges. Il pleuvait, une de ces pluies fines et insidieuses qui semblent pénétrer jusque dans l'habitacle de la voiture, malgré le chauffage. Mes essuie-glaces battaient la mesure de mon anxiété. Tac tac, tac tac. Mon cœur suivait le même rythme, lourd, irrégulier. Je rentrais pour les 45 ans de mariage de mes parents. 45 ans. Les noces de Vermeil. Sur le papier, c'était un événement magnifique, une célébration de l'amour et de la longévité. Dans la réalité de la famille Delacroix, c'était une autre histoire. C'était une obligation, une pièce de théâtre où chacun devait jouer son rôle à la perfection sous la direction tyrannique de mon père, Rodolphe. Sur le siège passager, soigneusement emballé dans un papier cadeau bleu nuit, reposait une montre de luxe. 2000 €. C'était le prix que j'avais mis pour acheter, je l'espérais naïvement, un sourire de mon père. Un simple signe d'approbation. À côté, une bouteille de Château Margaux, un grand cru classé, destiné à accompagner le plat de résistance. J'avais tout préparé, tout calculé pour que ce week-end soit parfait. Pourtant, une boule se formait dans mon estomac à chaque kilomètre qui me rapprochait de la maison familiale. La veille, ma mère, Ombeline, m'avait appelé. Sa voix était basse, presque chuchotée, comme si elle avait peur d'être entendue. Fanny, ma chérie, n'oublie pas d'arriver à l'heure. Ton père, il est nerveux. Il veut que tout soit impeccable pour les voisins et la famille. Et s'il te plaît, n'habille-toi pas trop parisienne. Tu sais que ça l'agace quand tu as l'air trop supérieur. Supérieur. C'était le mot qu'il utilisait pour décrire ma réussite. Non pas brillante, ni travailleuse, mais supérieure, comme si mon ascension professionnelle était une insulte personnelle à sa médiocrité provinciale. Je suis expert comptable associé dans un grand cabinet du 8e arrondissement. J'ai travaillé dur, 70 heures par semaine, pour me construire une vie loin des reproches et des manques d'argent qui avaient rythmé mon enfance. Mais dès que je passais le panneau d'entrée de Limoges, je n'étais plus la femme forte et indépendante. Je redevenais la petite dernière, celle qui n'était pas assez bien, celle qui était trop difficile, celle qui n'avait pas donné de petits-enfants. Je regardais mes mains sur le volant. Elles tremblaient légèrement. Pourquoi avais-je encore peur? Je payais leurs factures. J'avais financé la rénovation de la toiture il y a 3 ans. Je couvrais les découvertes bancaires de ma mère en secret. Je devrais me sentir en position de force. Mais la dynamique familiale est un poison puissant. Elle vous ramène à l'état d'enfant apeuré en une fraction de seconde. J'aperçus enfin le clocher de la gare des Bénédictins au loin. Limoges. La ville de la porcelaine, du feu et de la terre. Une ville que j'aimais pour son histoire, mais qui m'étouffait par ses souvenirs. Je pris la sortie vers le quartier résidentiel où se dressait la maison familiale, une bâtisse en pierre meulière, imposante, entourée d'un jardin que mon père entretenait avec une rigueur militaire. C'était là. Le théâtre des opérations. Je ne savais pas encore que ce week-end ne serait pas une célébration, mais une exécution. Je ne savais pas encore que je tiendrais le rôle du bourreau, et que la victime serait l'image parfaite que mon père avait mis toute une vie à construire sur des mensonges. Je garai ma voiture, une berline allemande sobre mais fiable, loin de l'entrée pour ne pas faire de l'ombre à la vieille Peugeot de mon père. Je pris une grande inspiration, attrapai le cadeau, la bouteille de vin, et sortis sous la pluie. L'air sentait l'herbe coupée et l'humidité. L'odeur de mon enfance. Je marchai vers la porte d'entrée en chêne massif. Avant même que je ne sonne, la porte s'ouvrit. Ce n'était pas ma mère. C'était Clarisse. Ma sœur aînée. La préférée. Le modèle. Et son sourire n'augurait rien de bon. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce sourire allait bientôt s'effacer pour toujours.
Clarisse se tenait dans l'encadrement de la porte, un verre de vin blanc bon marché à la main, bloquant l'entrée comme une sentinelle malveillante. À 39 ans, 5 ans de plus que moi, elle portait sur son visage les traces d'une aigreur qu'elle tentait maladroitement de dissimuler sous des couches de fond de teint trop épaisses. « Ah, voilà la princesse !» lança-t-elle, sa voix stridente perçant le calme du jardin. On commençait à croire que tu t'étais perdu dans tes dossiers importants. Elle s'écarta pour me laisser passer, mais pas sans me détailler de la tête aux pieds. Son regard s'arrêta sur mon sac à main. Un modèle classique d'une grande maison française, en cuir graine et noir. Je vis ses pupilles se dilater, un mélange instantané de désir et de dégoût. C'était toujours la même chose avec Clarisse, elle convoitait ce que j'avais, tout en me reprochant de l'avoir obtenu. « Joli sac », dit-elle avec un petit rire sec. « C'est quoi ? L'équivalent de 3 mois de salaire de mon Arnaud ? C'est fou ce qu'on peut s'offrir quand on n'a personne d'autre à qui penser que soi-même, hein ? » Je sentis la pique s'enfoncer, précise, familière. Arnaud, son mari, était au chômage depuis 2 ans, soi-disant pour se réorienter, mais il passait le plus clair de son temps à jouer à la console. C'était un sujet tabou. Personne n'avait le droit de mentionner que c'était moi qui avais payé les fournitures scolaires de leurs 3 enfants en septembre dernier. « Bonjour à toi aussi, Clarisse », répondis-je calmement, en essayant de ne pas mordre à l'hameçon. « Tu es resplendissante. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Elle portait une robe en soie bordeaux qui lui allait bien. Trop bien. Je reconnus la coupe. C'était une robe que j'avais vue sur un site de luxe il y a un mois. Le même mois où j'avais reçu une notification de ma banque m'indiquant une dépense inhabituelle sur la carte de crédit d'urgence que j'avais laissée à ma mère. Ma mère m'avait juré que c'était pour des médicaments non remboursés. Maintenant, je voyais les médicaments drapés sur le corps de ma sœur. J'entrai dans le salon. L'intérieur n'avait pas changé, les meubles en riz de lourds et sombres, les tapisseries un peu fanées, et cette odeur persistante de cire et de renfermé. Mais aujourd'hui, le calme habituel était brisé par les cris stridents de mes neveux. Léo, 8 ans, et Tom, 6 ans, couraient autour de la table basse en hurlant, tandis que la petite Emma, 4 ans, dessinait au feutre rouge sur un apron en dentelle que ma grand-mère avait crocheté. Les enfants. Attention, m'écriai-je par réflexe alors que Tom manquait de renverser un vase en porcelaine de Limoges. Clarisse leva les yeux au ciel en sirotant son vin. Oh, arrête de faire ta vieille fille aigrie, Fanny. Ce sont des enfants, ils vivent, c'est tout. Tu ne peux pas comprendre, tu vis dans un musée aseptisé à Paris. Ici, c'est une maison de famille, il y a de la vie. De la vie. C'est ainsi qu'elle appelait le chaos et le manque d'éducation. Je vis ma mère, Ombeline, sortir de la cuisine, un torchon à la main. Elle semblait plus petite, plus voûtée que la dernière fois. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon strict, mais quelques mèches folles trahissaient son épuisement. « Fanny, tu es là !» Elle s'avança vers moi, mais au lieu de m'embrasser chaleureusement, elle me fit une bise rapide, nerveuse, en jetant un coup d'œil vers l'escalier. « Ton père est en train de se changer. Il est de bonne humeur pour l'instant. Surtout, ne parle pas de politique. Et ne parle pas de ton travail, d'accord ? Bonjour maman. » Je lui tendis la bouteille de Château Margaux. Pour ce soir. Elle prit la bouteille comme si c'était une bombe à retardement. Oh, c'est trop, ma chérie. Ton père a déjà ouvert le vin de table. Il va dire que tu veux l'humilier avec tes goûts de luxe. Je vais la mettre de côté, d'accord ? Elle cacha la bouteille à 300 € dans le placard, derrière les paquets de pâtes. Mon cœur se serra. Même mes cadeaux devaient être cachés pour ne pas blesser l'ego fragile du patriarche. À cet instant, un bruit lourd résonna dans l'escalier. Des pas pesants. Le maître des lieux descendait. Rodolphe. Mon père. Il portait son costume des dimanches, celui qui commençait à être un peu trop serré au niveau du ventre. Son visage était rougeaud, signe qu'il avait déjà commencé l'apéritif là-haut. Il s'arrêta sur la dernière marche, dominant la pièce de sa stature. Son regard balaya le salon, ignora sa femme, ignora ses petits-enfants qui hurlaient, et se posa sur moi. Pas un sourire. Juste une inspection.
Tu es en retard, grogna-t-il. 5 minutes. On a failli commencer sans toi. Bonjour papa. Joyeux anniversaire de mariage. Il descendit la dernière marche et s'approcha de moi. Il ne me prit pas dans ses bras. Il effleura ma veste de tailleur du bout des doigts, avec une moue de dédain. C'est quoi ça? Une tenue d'homme? Tu ne pouvais pas mettre une robe comme ta sœur? Regarde Clarisse, elle au moins, elle fait honneur à la famille. Elle ressemble à une femme. Clarisse, derrière lui, me lança un sourire triomphant en lissant sa robe, médicament volé. Allez, à table, ordonna mon père en frappant dans ses mains. J'ai faim, et je ne veux pas que le confit refroidisse. Je suivis le mouvement, ravalant ma colère, serrant mon sac contre moi comme une armure. Je ne savais pas encore que ce dîner serait le dernier repas que je prendrais à cette table. La salle à manger était une pièce austère, dominée par une longue table en chêne massif qui semblait conçue pour les interrogatoires plutôt que pour les réjouissances. La nappe blanche, brodée par des générations de femmes soumises de la famille, était immaculée. La vaisselle des grands jours était sortie, la porcelaine de Limoges aux liserés d'or, fragile et précieuse. Rodolphe s'installa en bout de table, face à la cheminée éteinte, s'appropriant l'espace comme un roi sur son trône. Ma mère s'assit à l'autre bout, près de la porte de la cuisine, prête à bondir pour servir, débarrasser, et s'effacer. Clarisse et son mari Arnaud prirent place à la droite du père, la place d'honneur. Moi? On m'indiqua la chaise à gauche, celle qui avait un pied un peu bancal, celle où l'on mettait habituellement les invités de second rang. Le dîner commença par une terrine de foie gras maison. Un délice que ma mère avait mis 2 jours à préparer. Mais personne ne la félicita. L'attention était entièrement focalisée sur Rodolphe qui servait le vin. Pas mon château Margaux, bien sûr, mais un vin rouge de table, acide et râpeux, qu'il achetait en cubis au supermarché du coin. Alors, Arnaud, lança mon père la bouche pleine, en pointant sa fourchette vers son gendre. Comment ça avance tes projets? J'ai parlé à Michel, au club de boules, il cherche quelqu'un de dynamique. Arnaud, un homme effacé aux épaules voûtées, rougit jusqu'aux oreilles. Oui Rodolphe, c'est en cours. Je regarde les opportunités. Mais le marché est difficile en ce moment. Difficile. Coupa mon père en agitant la main. Il faut avoir du cran, mon garçon. Regarde-moi, j'ai bâti mon entreprise de mes propres mains. Bon, les temps ont changé, mais l'homme doit rester le pilier. Clarisse a besoin d'un homme fort. Il posa sa main lourde sur l'épaule de Clarisse. Heureusement qu'elle est là, ma fille. Une vraie mère de famille. 3 beaux enfants. Ça, c'est de la réussite. La descendance, c'est tout ce qui compte. N'est-ce pas? Clarisse rayonna sous le compliment, oubliant momentanément que son homme fort vivait grâce aux allocations et à l'argent que je versais discrètement sur le compte commun pour qu'ils ne soient pas expulsés de leur appartement HLM. Merci papa, minauda-t-elle. On fait de notre mieux. C'est important les valeurs familiales. Pas comme certains qui préfèrent courir après l'argent. Elle me jeta un regard en biais. Je coupais mon pain en silence, me concentrant sur la croûte dorée pour ne pas exploser. Et toi, Fanny? La voix de mon père claqua comme un fouet. Toujours à courir après tes chiffres à Paris? Toujours seule dans ton grand appartement vide? Je levai les yeux. Je travaille, papa. Je gère des portefeuilles clients de plusieurs millions d'euros. Et mon appartement n'est pas vide, il est calme. C'est différent. Calme. Ricana-t-il. Triste, tu veux dire. Une femme de ton âge, sans mari, sans enfant. À quoi ça sert tout ça? Tout ce travail? Pour finir seul avec des chats? Arnaud pouffa de rire, un rire nerveux pour plaire à son beau-père. Clarisse sourit largement, dévoilant ses dents tachées de vin rouge. Oh papa, ne sois pas dur. Elle a sa carrière. C'est son bébé à elle. Même si ça ne fait pas de câlin le soir. La méchanceté gratuite de sa remarque me coupa le souffle. Je regardai ma mère, espérant un soutien, un regard, n'importe quoi. Mais Ombeline fixait son assiette, découpant son foie gras en minuscules morceaux,
comme si sa vie en dépendait. Elle avait choisi son camp, celui du silence. Le plat principal arriva, le confit de canard avec des pommes de terre sarladaises. L'odeur de la graisse d'oie et de l'ail remplit la pièce, lourde, écœurante. Mon père se resservit un grand verre de vin, puis un autre. Ses joues devenaient violacées. Je connaissais ce signe. L'alcool déliait sa langue, mais surtout, il libérait sa cruauté latente. Il commença à parler de l'héritage, de cette maison qui appartenait à la famille depuis 3 générations. Cette maison, c'est mon sang, déclara-t-il en tapant du poing sur la table, faisant teinter les verres. Je me suis saigné pour la garder. Pour vous. Pour que vous ayez des racines. Je faillis m'étouffer avec une gorgée d'eau. Il s'était saigné? C'était moi qui avais payé la taxe foncière l'année dernière. C'était moi qui avais viré 5 000 € en urgence quand la chaudière avait lâché en plein hiver. Il avait oublié ces détails. Dans sa réécriture de l'histoire, il était le héros solitaire, et j'étais juste une figurante invisible avec un chéquier. D'ailleurs, continua-t-il en se tournant vers Clarisse, j'ai pensé qu'on pourrait aménager le grenier pour faire une salle de jeu pour les petits. Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui. Ce serait génial, s'exclama Clarisse. Mais ça va coûter cher, non? Mon père fit un geste dédaigneux de la main, et ses yeux se posèrent sur moi. Un regard lourd de sous-entendu. On trouvera les fonds. La famille s'entraide toujours. N'est-ce pas, Fanny? Tu as bien eu une prime de fin d'année, non? Voilà. On y était. Les insultes d'abord, la demande d'argent ensuite. C'était le cycle immuable. Je sentis la colère monter, non plus comme une vague, mais comme un tsunami froid et destructeur. Je posai mes couverts. Je ne sais pas, papa. L'économie est difficile, comme dit Arnaud. Le silence tomba. C'était la première fois que je ne disais pas oui immédiatement. Mon père plissa les yeux. L'air devint électrique. Il n'avait pas aimé. Pas aimé du tout. Il repoussa son assiette, prit son verre de vin, se leva lentement. La chaise racla le parquet avec un bruit sinistre. J'aimerais porter un toast, annonça-t-il d'une voix pâteuse mais forte. Je vis les jointures des mains de ma mère blanchir alors qu'elle serrait sa serviette. Elle savait. Nous savions tous. Le spectacle allait commencer. Rodolphe se tenait debout, oscillant légèrement, son verre levé comme une arme contondante. La lumière du lustre en cristal se reflétait dans le vin rouge sombre, projetant une ombre sanglante sur la nappe immaculée. À ma famille, commença-t-il, sa voix grondant dans le silence de la pièce. À ceux qui comprennent le sens du devoir. À Clarisse, qui m'a donné la fierté d'être grand-père. À Arnaud, qui reste fidèle. À ta mère, qui me supporte. Il marqua une pause théâtrale, savourant la tension. Puis, il tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux étaient vitreux, remplis d'un mélange toxique d'alcool et de mépris pur. Et à Fanny? Il laissa traîner mon prénom comme si c'était un mot sale. Ma petite Fanny. La banquière. L'intellectuelle. Celle qui croit qu'un diplôme remplace une famille. Il but une gorgée, s'essuya la bouche du revers de la main, et son sourire se fit cruel. Dis-moi, ma fille, en toute honnêteté. Ça fait quoi? Je le fixai, le dos droit, refusant de baisser les yeux. Ça fait quoi de quoi, papa? Ça fait quoi d'être une ratée? Le mot tomba comme un coup près. Ratée. Un hoquet de surprise échappa à ma mère. Arnaud regarda ses chaussures. Mais Clarisse? Clarisse posa sa main sur sa bouche pour dissimuler un petit rire, ses yeux pétillants de malice. Mon père continua, encouragé par le silence. Il s'approcha de moi, se penchant au-dessus de la table, son haleine vineuse m'agressant le visage. Regarde-toi. Tu as 34 ans. Tes cousines ont déjà des enfants au collège. Ta sœur en a 3. Et toi? Tu as quoi? Des tailleurs Chanel? Des bilans comptables? Tu es un arbre mort, Fanny. Une branche sèche. Tu ne donneras jamais de fruits. Tu es la fin de ta lignée. Une impasse génétique.
Il se redressa, triomphant, et s'adressa à la tablée comme un avocat général. C'est triste, non? Une femme sans mari, c'est comme un jardin sans fleurs. C'est inutile. C'est un échec biologique. Mais bon, au moins, elle peut payer le vin, hein? C'est déjà ça. Et là, ils ont ri. D'abord un gloussement de Clarisse. Puis le rire gras de mon père. Et même Arnaud, se lâche, se força à émettre un petit ricanement servile. Seule ma mère restait muette, les larmes coulant silencieusement sur ses joues ridées, mais elle ne bougea pas. Elle ne dit pas « Arrête Rodolphe ». Elle ne se leva pas pour me défendre. Elle me laissa seule face à la meute. Je sentis quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Non, mon cœur avait été piétiné tant de fois qu'il était devenu dur comme du cuir. Ce qui se brisa, ce fut l'illusion. L'illusion que si je payais assez, si j'étais assez gentille, assez serviable, il finirait par m'aimer. L'illusion que le lien du sang justifiait tous les abus. Arrêtons-nous une seconde. Soyez honnête avec moi. Si votre propre père vous disait cela devant toute votre famille, après tout ce que vous avez fait pour eux, que feriez-vous? Vous partiriez en pleurant? Vous crieriez? Ou vous feriez ce que je m'apprêtais à faire? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Je ne pleurais pas. Je sentis une froideur clinique m'envahir, la même froideur que je ressentais lorsque je devais annoncer à un client qu'il était en faillite. Mes émotions se déconnectèrent. Il ne restait que les faits. Les chiffres. Et la vérité. Je pris ma serviette en tissu brodé, m'essuyai délicatement les lèvres, et la posai sur la table. Le geste était lent, délibéré. Le contraste avec la violence verbale de mon père était tel que les rires s'estompèrent peu à peu. Il sentait que quelque chose avait changé. L'atmosphère dans la pièce chuta de 10 degrés. Je pris mon verre de vin. Je le fis tourner doucement, observant le liquide rouge. Puis je levai les yeux vers mon père, qui se rasseyait lourdement, satisfait de sa tirade. « Merci pour ce toast, papa », dis-je d'une voix douce, presque mélodieuse. C'était très éclairant. Je sortis mon smartphone de mon sac à main. Je le posai à plat sur la table, à côté de mon assiette. Je déverrouillai l'écran. Face ID, clic. J'ouvris mon application bancaire. Le logo bleu de la banque brilla dans la pénombre. Tu as raison sur un point, continuai-je en faisant défiler l'écran du bout de mon ongle manucuré. Je suis une ratée. Une ratée qui n'a pas su se faire aimer pour ce qu'elle, mais seulement pour ce qu'elle donne. Je levai les yeux vers Clarisse, dont le sourire commençait à vaciller. Clarisse, ma chère sœur épanouie. Tu te souviens de la robe que tu portes? Et des frais de scolarité de l'école privée de Léo? Elle pâlit. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je tapotai l'écran. Virement permanent, École Sainte-Marie. Montant, 450 € par mois. Annulé. Confirmé. Je levai le téléphone pour qu'il voie l'écran. Annulé. Clarisse se leva d'un bond, renversant sa chaise. Tu n'as pas le droit. Comment on va faire? Je l'ignorai et me tournai vers mon père, dont la mâchoire pendait. Et toi, papa? L'homme fort. Le pilier. Parlons de tes dettes. Tais-toi, rugit-il. Je t'interdis de. Tais-toi, toi. Ma voix claqua, tranchante comme une lame de rasoir, coupant net son rugissement. Pour la première fois de ma vie, j'élevai la voix contre lui. J'ai la parole. Et j'ai le chéquier. Alors tu vas m'écouter. Je regardai mon téléphone. Prélèvement automatique, EDF. Gaz. Assurance de ta Peugeot. Mutuelle santé de maman. Abonnement Canal+ pour tes matchs de foot. Mes doigts dansaient sur l'écran. Tape. 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 Supprimer. 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 Je relevai la tête, un sourire glacial aux lèvres, et je prononçai les mots qui allaient les hanter. Alors, papa. Ça fait quoi quand cet échec arrête de payer tes factures dès demain matin? Le silence qui suivit ma question n'était pas vide. Il était lourd,
épais, suffocant. C'était le silence d'un barrage qui vient de céder, l'instant suspendu avant que l'eau ne ravage tout. Rodolphe devint cramoisi, une veine battant furieusement sur sa tempe. Il ouvrit la bouche, la referma, comme un poisson hors de l'eau. Pour la première fois depuis des décennies, le patriarche tout-puissant était impuissant. Il venait de réaliser que son trône était fait de papier-monnaie, et que je venais d'y mettre le feu. Clarisse, elle, n'était pas silencieuse longtemps. La panique déforma ses traits. « Tu es folle » hurla-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Tu ne peux pas faire ça. Léo a besoin de cette école. Tu veux punir mon fils parce que tu es jalouse? C'est ça? Tu es une sorcière égoïste. » Je la regardai avec un calme terrifiant. « Je ne punis personne, Clarisse. Je rends à chacun sa responsabilité. Tu es une mère formidable, non? Une vraie réussite? Alors, une mère qui réussit devrait être capable de payer l'école de ses enfants sans l'aide de sa sœur ratée. Assume tes choix. » Je me tournai vers Arnaud. « Et toi, Arnaud? Le crédit de votre scénic. Il reste 4 000 €. C'est à mon nom, mais c'est votre voiture. Je vais appeler la société de crédit lundi pour leur dire de venir la récupérer. À moins que tu ne trouves un emploi d'ici là? » Arnaud s'affaissa sur sa chaise, se prenant la tête dans les mains. Rodolphe retrouva enfin sa voix. Il frappa du poing sur la table, faisant sauter les couverts. « Sors de chez moi, » éructa-t-il, postillonnant de rage. « Sors d'ici tout de suite. Petite ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai nourri, logé. » Je me levai lentement. Je lissai ma jupe imaginaire, bien que je porte un pantalon. « Tu m'as nourri et logé jusqu'à mes 18 ans, papa. C'est la loi. C'est le devoir d'un parent. Ce n'est pas un prêt bancaire que je dois rembourser toute ma vie avec des intérêts composés de soumission. » Je pris mon sac à main. Je sortis l'enveloppe blanche que j'avais préparée. Elle contenait 2 000 € en liquide. C'était censé être leur cadeau pour les « imprévus » de la maison. Je tins l'enveloppe bien haut. « Tu vois ça? C'était pour vous. Pour réparer la clôture du jardin dont tu te plains tout le temps. » Les yeux de mon père suivirent l'enveloppe, avide, cupide. L'argent a toujours été son seul véritable maître. « Donne-moi ça, » grogna-t-il, tendant la main par réflexe. Je souris. Et lentement, très lentement, je déchirai l'enveloppe en deux. Criai-je. Le bruit du papier déchiré résonna comme un coup de feu. Puis je déchirai encore. Et encore. Les billets de 50 et 100 € tombèrent en confetti sur les restes du confit de canard refroidi. Oups, dis-je sans émotion. On dirait que l'argent de l'échec n'a pas de valeur. Ma mère poussa un petit cri étouffé, portant la main à son cœur. C'était la première réaction physique qu'elle avait. Voir de l'argent détruit lui faisait plus mal que de voir sa fille insultée. Cette réalisation me glaça encore plus. Je me dirigeai vers le buffet où ma mère avait caché la bouteille de Château Margaux. Je l'attrapai par le goulot. Je reprends ça. C'est un vin pour les connaisseurs, pas pour les ivrognes ingrats. Je marchai vers la porte d'entrée. Mes jambes tremblaient légèrement, mais ma tête était haute. Je passai devant Clarisse qui pleurait de rage, devant Arnaud qui était pétrifié, devant mon père qui suffoquait, le visage pourpre, cherchant ses mots. « Tu vas le regretter » hurla-t-il dans mon dos alors que j'ouvrais la porte. « Tu vas revenir en rampant. Tu n'as personne d'autre que nous. Tu vas mourir seul. » Je m'arrêtai sur le seuil. La pluie tombait toujours, froide et purificatrice. Je me retournai une dernière fois. Mieux vaut être seul que mal accompagné, papa. Adieu. Je claquai la porte. Le bruit lourd du chêne se fermant mit un point final à cette mascarade. Je courus vers ma voiture sous la pluie battante. Je jetai la bouteille sur le siège passager, démarrai le moteur, et fis crisser les pneus sur le gravier de l'allée. Je ne regardais pas dans le rétroviseur. Je savais ce que j'y verrais, la maison de mon enfance, belle à l'extérieur, pourrie à l'intérieur. Mais alors que je roulais dans la nuit noire, l'adrénaline commença à retomber, laissant place aux souvenirs. Pourquoi en étions-nous arrivés là?
La réponse ne se trouvait pas dans ce dîner. Elle remontait à bien plus loin. À une paire de chaussures de ballet et un toit qui fuyait. Je m'arrêtai sur une aire d'autoroute déserte, à mi-chemin entre Limoges et Châteauroux. La pluie tambourinait furieusement sur le toit de la voiture. Je coupai le moteur et laissai ma tête retomber contre le volant. Les larmes que j'avais retenues sortirent enfin. Des larmes brûlantes, amères. Mes pensées dérivèrent 22 ans en arrière. J'avais 12 ans. À cette époque, mon univers tournait autour d'une seule chose, la danse classique. C'était mon échappatoire, le seul endroit où je me sentais gracieuse et légère, loin de la lourdeur de la maison. Mon professeur, Madame Valérie, disait que j'avais du potentiel. Que je méritais de passer au niveau supérieur, les pointes. Mais il fallait des chaussons spéciaux. Des pointes Repetto. Elles coûtaient 65 €. Une fortune pour moi, mais une somme dérisoire pour une famille normale. J'avais économisé pendant 6 mois. Je gardais les enfants des voisins, je lavais les voitures, je ramassais même les pièces tombées sous les coussins du canapé. J'avais réussi à réunir 50 €. Il me manquait 15 €. Un soir, au dîner, toujours ces maudits dîners, j'avais osé demander. Papa, maman. J'ai presque assez pour mes pointes. Il me manque juste 15 €. Est-ce que vous pourriez m'aider? Mon père avait soupiré, posant sa fourchette avec lassitude. Fanny, tu sais bien qu'on est serré ce mois-ci. La toiture du garage a une fuite. On ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres pour tes caprices de danseuse. La danse, ça ne nourrit pas son homme. Ma mère avait hoché la tête, soumise. Ton père a raison, chérie. Sois raisonnable. J'avais ravalé mes larmes. J'avais compris. La toiture était prioritaire. C'était logique. C'était responsable. J'avais même ressenti de la culpabilité d'avoir demandé. Le lendemain matin, j'avais pris ma tirelire cochon en céramique. Je l'avais cassée. J'avais mis mes 50 €, mes 6 mois d'efforts, dans une enveloppe. J'avais écrit « pour le toit » dessus, et je l'avais glissé discrètement dans la poche de la veste de travail de mon père. Je voulais aider. Je voulais être une bonne fille. 2 jours plus tard, en rentrant de l'école, j'avais vu une camionnette de livraison devant la maison. Mon père était dans le jardin, un sourire large aux lèvres, déballant un carton immense. Clarisse, qui avait alors 17 ans, sautillait autour de lui. Elle est magnifique. Merci papa, criait-elle. C'était un VTT. Un vélo tout-terrain flambant neuf, violet métallisé, avec 18 vitesses. Le prix affiché sur le guidon n'avait pas encore été enlevé, 299 €. Je m'étais figé, mon cartable glissant de mon épaule. Papa, avais-je murmuré. Et la toiture? Il s'était retourné, un peu gêné, mais il avait vite repris son assurance. Oh, la toiture. J'ai mis une bâche. Ça tiendra bien 1 an ou 2. Ta sœur avait besoin de ce vélo pour aller au lycée. C'est important pour ses études, pour sa santé. Mais, et mes pointes? Et mon argent? Clarisse m'avait regardé avec ce dédain que je connaissais si bien. Arrête d'être jalouse, Fanny. Tu es trop petite pour comprendre. Moi j'en ai besoin. Toi, tu ne fais que tourner en rond dans une salle. Mon père avait ri. Allez, ne fais pas cette tête. Tiens. Il avait sorti une pièce de 2 € de sa poche et me l'avait lancée. Elle était tombée dans la boue. Va t'acheter des bonbons. Je n'avais pas ramassé la pièce. Je n'avais jamais acheté mes pointes. J'avais arrêté la danse le mois suivant. Ce jour-là, j'avais compris une leçon fondamentale. Dans cette famille, il y avait 2 catégories de citoyens. Il y avait Clarisse, la princesse héritière, dont les désirs étaient des ordres. Et il y avait moi, la servante, le plan B, celle dont les rêves étaient des caprices et dont les sacrifices servaient à payer le luxe des autres. J'avais cru qu'en grandissant, les choses changeraient. Qu'en gagnant mon propre argent, je gagnerais leur respect. Quelle idiotie! L'argent n'avait fait qu'augmenter l'échelle de l'exploitation. Et le pire exemple de cette exploitation, le souvenir qui me faisait le plus mal, c'était le mariage de Clarisse.
L'arnaque du siècle. Je redémarrai la voiture, l'essuie-glace chassant la pluie comme je tentais de chasser ces images. Mais la colère est un carburant puissant, et mes souvenirs étaient vifs comme des plaies ouvertes. C'était il y a 10 ans. J'avais 24 ans. Je venais de décrocher mon premier poste d'auditeur junior à Paris. Je gagnais bien ma vie pour mon âge, mais je vivais dans un studio minuscule de 18 mètres carrés pour économiser. Mon rêve était d'acheter mon propre appartement. J'avais mis de côté 20 000 euros. Chaque centime était le fruit de nuits blanches et de déjeuners sautés. Un soir, mon père m'avait appelé. Sa voix tremblait. Il pleurait. Je n'avais jamais entendu mon père pleurer. Fanny, c'est une catastrophe. J'ai fait une bêtise. Il m'avait raconté une histoire terrifiante. Il aurait emprunté de l'argent à des gens peu recommandables pour couvrir des dettes de jeu. Mon père aimait le tiercé, je le savais. Il disait qu'il menaçait de s'en prendre à la maison, à maman, à Clarisse qui allait se marier dans un mois. Ils vont tout brûler, Fanny. Si je ne paye pas 20 000 euros avant la fin de la semaine, c'est fini. Je ne peux pas le dire à ta mère, ça la tuerait. Tu es mon seul espoir. Je te rembourserai, je te le jure sur la tête de ta mère. J'étais terrifiée. L'idée que des voyous s'en prennent à ma famille me glaçait le sang. Je n'ai pas réfléchi. L'urgence a court-circuité ma logique financière. J'ai viré mes économies. Tout. 20 000 euros. Mon apport pour mon appartement. Mon avenir. Merci, ma fille. Tu nous sauves la vie, avait-il sangloté. Je me sentais héroïque. J'avais sauvé ma famille. Un mois plus tard, je descendais à Limoges pour le mariage de Clarisse et Arnaud. Je m'attendais à une cérémonie modeste, vu la situation financière critique de mon père. Ce que je vis me laissa sans voix. La réception avait lieu dans un château privé. Il y avait un orchestre de jazz. Le champagne coulait à flots du vrai champagne, pas du mousseux. Clarisse portait une robe de créateur sertie de cristaux. Il y avait des feux d'artifice. Je fis un calcul rapide dans ma tête d'auditeur. Traiteur, location, robe, orchestre. Ce mariage coûtait au moins 25 ou 30 000 euros. Comment mon père, qui était menacé de mort par des usuriers un mois plus tôt, avait-il pu payer ça? Je coinçai mon père près du buffet, alors qu'il se vantait auprès d'un oncle de la magnificence de la réception. Papa, les usuriers? Les dettes? Comment as-tu payé tout ça? Il me regarda, un peu ivre, un sourire en coin. Il me prit par le bras et m'entraîna à l'écart. Chut, pas si fort. Il n'y avait pas d'usurier, Fanny. Je restai bouche bée. Quoi? C'était une façon de parler. J'avais des dettes, morales. Clarisse méritait un beau mariage. On ne marie sa fille aînée qu'une fois. Je ne pouvais pas perdre la face devant la famille d'Arnaud. Il fallait que ce soit grandiose. Tu as pris mes économies, mon argent pour ma maison, pour payer les feux d'artifice de Clarisse? Tu m'as menti? Tu m'as fait croire que maman était en danger? Il haussa les épaules, comme si c'était un détail sans importance. Ne sois pas égoïste. C'est ta sœur. C'est la famille. L'argent, ça tourne. Toi, tu en gagnes plein à Paris. Clarisse, elle a besoin d'aide pour démarrer. Considère ça comme ton cadeau de mariage. Mon cadeau de mariage. 20 000 euros. Clarisse, elle, ne m'a même pas dit merci. Elle pensait que c'était papa qui avait payé. Elle a passé la soirée à dire à tout le monde, mon père est incroyable, il a tout fait pour moi. Ce soir-là, j'ai vomi dans les toilettes du château. J'ai pleuré de rage. Mais je n'ai rien dit. J'étais jeune, j'étais conditionnée à obéir, à protéger les secrets de la famille. J'ai passé les 3 années suivantes à reconstituer mon épargne, en mangeant des pâtes, pendant que Clarisse et Arnaud envoyaient des cartes postales de leur lune de miel aux Maldives. Mais le pire, c'était que je n'avais pas retenu la leçon. J'avais continué à payer. Jusqu'à l'affaire de la maison. L'affaire du dossier noir. Et ce dossier, ils allaient bientôt découvrir qu'il était bien plus dangereux qu'ils ne le pensaient.
Alors que je voyais enfin les lumières de Paris à l'horizon, une pensée apaisante me traversa l'esprit. Ils pensaient que j'étais parti vaincu. Ils pensaient que j'avais juste coupé les vivres mensuels. Ils ignoraient que je tenais entre mes mains l'arme nucléaire. Il faut que je vous raconte l'histoire de la maison. Il y a 5 ans, mon père, toujours en quête de « coups faciles » pour devenir riche sans travailler, s'était mis à boursicoter en ligne. Il n'y connaissait rien. Il a tout perdu. Mais pas seulement ses économies. Il avait hypothéqué la maison familiale à l'insu de ma mère. La banque avait lancé la procédure de saisie. L'huissier était venu déposer l'avis d'expulsion. Ma mère avait fait un malaise cardiaque en découvrant le papier bleu. C'est là qu'il m'avait appelé, en panique. On va être à la rue, Fanny. Ils vont prendre la maison de tes grands-parents. C'est la honte absolue. J'étais déjà CFO, directrice financière, à l'époque. Je connaissais le droit. Je savais que si je prêtais simplement l'argent à mon père pour payer la banque, je ne le reverrais jamais, et il recommencerait. Alors j'ai fait quelque chose de différent. J'ai utilisé une procédure juridique appelée la subrogation. J'ai contacté la banque de mon père. J'ai proposé de racheter la créance. J'ai payé la totalité de la dette, 180 000 euros. En échange, la banque m'a transféré tous ses droits. Ce qui signifie que juridiquement, la banque n'était plus le créancier. C'était moi. J'ai fait rédiger un acte notarié très précis. Mon père a signé sans vraiment lire, trop soulagé d'être sauvé, trop heureux que je lui promette de ne rien dire aux voisins. Il pensait que j'avais juste réglé le problème. Il n'avait pas compris que techniquement, il ne possédait plus rien. Il vivait chez moi. La maison était la garantie de ma dette. Et l'acte stipulait clairement, en cas de défaut de remboursement ou de comportement portant préjudice au créancier, la dette devient immédiatement exigible, sous peine de saisie immédiate du bien. Depuis 5 ans, je n'avais jamais exercé ce droit. Je les laissais vivre là gratuitement. Je payais même les taxes. Je gardais ce document dans un coffre, espérant ne jamais avoir à m'en servir. Mais ce soir, dans ma tête, j'ouvrais le coffre. Je garais ma voiture dans le parking souterrain de mon immeuble parisien. Le calme de mon appartement, vide et triste, comme disait mon père, me sembla être le paradis. Je me servis un verre d'eau, m'assis sur mon canapé en velours, et regardai mon téléphone. 12 appels manqués de Clarisse. 4 de mon père. Un message vocal d'Arnaud, probablement pour pleurer sur sa voiture. Et un message de ma mère. Juste 3 mots. Pardon. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve, le sommeil de celle qui a enfin posé son fardeau. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ils allaient venir. Ils ne pouvaient pas accepter que la source se tarisse. L'argent rend les gens fous, mais le manque d'argent rend les parasites dangereux. Et j'avais raison. 2 jours plus tard, le mardi matin, ma secrétaire entra dans mon bureau, l'air gêné. Madame Delacroix. Il y a 2 personnes à l'accueil. Un homme âgé très agité, et une femme. Ils disent qu'ils sont votre famille et qu'ils ne partiront pas tant qu'ils ne vous auront pas vu. L'homme a crié sur l'agent de sécurité. Je soupirai, fermai mon ordinateur portable et lissai ma veste. Faites-les entrer dans la salle de réunion B. J'arrive. La confrontation finale allait avoir lieu. Et cette fois, je n'étais pas la petite fille qui demandait des chaussons de danse. J'étais le juge, le jury et l'exécuteur. J'entrai dans la salle de réunion vitrée, mon dossier noir sous le bras. Rodolphe faisait les 100 pas, son visage encore plus rouge que lors du dîner. Clarisse était assise, les bras croisés, tapant nerveusement du pied. Elle portait un jean et un pull, fini la robe de soie volée. Dès qu'il me vit, mon père fonça sur moi, l'index pointé comme une arme. « Tu te prends pour qui ?» hurla-t-il, faisant vibrer les vitres. « Tu coupes les vivres ? Tu bloques mes cartes ? Tu veux tuer tes parents, c'est ça ? Espèce de petite garce ingrate. » Je restai calme, debout près de la porte. « Bonjour papa. Bonjour Clarisse. Asseyez-vous. » « Je ne m'assiérai pas, continua-t-il.
Tu vas remettre les virements en place tout de suite. Et tu vas nous faire un chèque de dédommagement pour le stress que tu as causé à ta mère. Elle est malade à cause de toi. Clarisse renchérit, les larmes aux yeux, des larmes de crocodile, je le savais. L'école a appelé ce matin, Fanny. Le prélèvement a été rejeté. C'est la honte. Tu dois payer. C'est ton devoir. Tu as de l'argent, nous non. C'est injuste. Injuste, répétai-je doucement. Je m'assis en bout de table et posai le dossier noir devant moi. Ce qui est injuste, c'est de voler l'avenir de sa sœur pour se payer un mariage de princesse. Ce qui est injuste, c'est d'insulter la main qui vous nourrit. Mon père frappa la table. Assez. Je suis ton père. Je t'ordonne de. Tu n'ordonnes rien du tout, coupai-je sèchement. Parce que tu n'es plus chez toi ici. Et plus grave encore, tu n'es plus chez toi là-bas non plus. Ils se figèrent. De quoi tu parles, demanda Clarisse, méfiante. J'ouvris le dossier. Je sortis l'acte notarié original, avec le sceau rouge de la République française. Je le fis glisser sur la table vers eux. Lisez. Page 4, paragraphe 2. Mon père prit le document, ses mains tremblant tellement que le papier bruissait. Il plissa les yeux, lut, et soudain, toute couleur quitta son visage. Il devint gris cendré. Il s'affaissa sur une chaise, comme si ses jambes ne le portaient plus. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Clarisse, arrachant le papier des mains de notre père. Elle lut à voix haute, difficilement, le créancier, mademoiselle Fanny Delacroix, devient titulaire de l'hypothèque de premier rang. En conséquence, elle détient tous les droits de saisie sur le bien immobilier 6 ou 12 rue des Lilas. Elle releva la tête, les yeux écarquillés d'horreur. Tu possèdes la maison ? Je croisai les mains. Techniquement, je possède la dette. Et comme papa n'a pas remboursé un seul centime depuis 5 ans puisque c'est moi qui payais tout, la clause de défaut est activée. La maison m'appartient. Vous vivez chez moi. Gratuitement. Rodolphe murmura, la voix brisée, tu ne ferais pas ça. C'est ma maison. C'est l'héritage. C'était ton héritage, corrigeai-je. Jusqu'à ce que tu le joues en bourse et que je le sauve. Je t'ai laissé ta dignité pendant 5 ans. Je t'ai laissé prétendre que tu étais le maître des lieux. Mais samedi soir, tu m'as appelé échec. Tu m'as humilié. Tu as brisé le contrat moral. Je me penchai en avant. Alors voici ce qui va se passer. Vous avez 30 jours. 30 jours pour me rembourser les 180 000 € plus les intérêts. Ou alors, je lance la procédure d'expulsion. Et je vends la maison. Mais on n'a pas cet argent, cria Clarisse. On va aller où ? Papa et maman vont aller où ? Ça, Clarisse, c'est le problème d'une réussite, comme toi. Tu as un mari, non ? Tu es débrouillarde. Héberge-les. Clarisse devint blanche. Héberger ses parents dans son petit HLM avec 3 enfants et un mari chômeur ? C'était impossible. Et elle le savait. Rodolphe se mit à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de défaite totale. Le roi était nu. Fanny, pitié. Gémit-il. Ta mère ? Maman aura le choix, dis-je fermement. Mais toi, Rodolphe, et toi, Clarisse, la fête est finie. Sortez de mon bureau. Maintenant. Je appuyai sur l'interphone. Sécurité, pouvez-vous raccompagner mes visiteurs ? Ils s'en vont. Ils sortirent comme des zombies. Vaincus. Brisés. Je les regardai partir à travers la vitre, et pour la première fois, je ne ressentis aucune culpabilité. Juste un immense soulagement. Mais il restait une dernière pièce au puzzle, maman. Avant de connaître la fin de cette histoire et ce qui est arrivé à ma mère, j'aimerais vous demander, avez-vous déjà dû prendre une décision aussi radicale pour vous protéger ? Cliquez sur « J'aime » si vous pensez que j'ai eu raison, et partagez votre expérience en commentaire. PHN10, SLACHNCAM 750 TCTA, Kong. Les jours qui suivirent furent d'un calme étrange. C'était le calme avant la tempête finale.
Je savais que mon père n'allait pas partir sans détruire tout ce qu'il pouvait sur son passage. C'est la nature des narcissiques, s'ils coulent, ils veulent que tout le monde coule avec eux. Je m'inquiétais pour ma mère. Je l'avais appelée plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. J'imaginais l'enfer qu'elle devait vivre à Limoges, enfermée avec un homme qui venait de perdre tout pouvoir et toute fierté. Le vendredi soir, une semaine après le dîner fatidique, mon téléphone sonna à 23h30. C'était le fixe de la maison. Je décrochai immédiatement. Maman? Fanny. Sa voix était méconnaissable, tremblante, terrifiée. Il casse tout. J'entendis un fracas épouvantable en arrière-plan. Le bruit de la vaisselle qui vole en éclats. Maman, est-ce qu'il t'a frappé? Demandai-je, le cœur battant à tout rompre. Non, pas encore. Mais il est ivre. Il hurle. Il a cassé toute la collection de porcelaine de grand-mère. Il dit que c'est de ta faute. Il dit que je t'ai mal élevé. Il dit qu'il va mettre le feu à la maison avant de te la laisser. Mettre le feu. Je me souvins de son mensonge sur les usuriers. Mais cette fois, la menace semblait réelle. Écoute-moi bien, maman. Prends tes clés de voiture. Sors de la maison. Maintenant. Va te garer au bout de la rue. Je viens te chercher. Mais, je ne peux pas le laisser, il est malade. Maman, criai-je. Ce n'est pas de la maladie, c'est de la méchanceté. Choisis. Tu veux mourir avec lui dans cette maison de malheur, ou tu veux vivre? Si tu restes, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Si tu sors, je te promets une vie paisible. Choisis, maman. Pour une fois, choisis-toi toi-même. Il y eut un long silence. Juste le bruit de la respiration saccadée de ma mère, au loin, les cris de mon père qui maudissaient le monde entier. Puis, j'entendis un petit bruit. Le tintement d'un trousseau de clés. J'y vais, chuchota T.L. Je suis en chaussons, mais j'y vais. Cours, maman. J'arrive. Je n'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Les 4 heures de route se sont transformées en 3 heures d'angoisse pure. J'imaginais le pire. J'imaginais les pompiers, la police, les cendres. Quand j'arrivai enfin dans la rue des Lilas, il était 3 heures du matin. La maison était toujours debout. Les lumières étaient allumées partout, comme un sapin de Noël grotesque. Au bout de la rue, cachée derrière un abribus, une petite silhouette grelottait sous la pluie. C'était ma mère. Elle portait son manteau par-dessus sa chemise de nuit, et serrait contre elle un sac en plastique. Je garai la voiture et courus vers elle. Quand elle me vit, elle s'effondra dans mes bras. Elle semblait si légère, si fragile. C'est fini, maman, lui dis-je en la serrant fort. C'est fini. On rentre à la maison. À ma maison. Je l'installai dans la voiture, montai le chauffage à fond. Au moment de démarrer, je regardai vers la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. La silhouette de mon père se découpait dans la lumière du hall. Il tenait une bouteille à la main. Il nous regardait. Il savait que nous étions là. Mais il ne bougea pas. Il ne courut pas après nous. Il resta là, roi d'un royaume de débris, regardant ces 2 sujets s'échapper pour toujours. Je passai la première, et nous partîmes. Ma mère ne se retourna pas une seule fois. Dans son sac en plastique, elle n'avait emporté qu'une seule chose, l'album photo de mon enfance. La seule chose qui avait de la valeur à ses yeux. Les premiers mois à Paris furent difficiles. Ma mère passait ses journées à regarder par la fenêtre, sursautant au moindre bruit. Elle culpabilisait. Elle se demandait si Rodolphe mangeait, s'il avait des chaussettes propres. Le syndrome de Stockholm conjugal est une chose terrible. Mais peu à peu, la magie de la liberté a opéré. Sans les critiques constantes, sans la peur des colères imprévisibles, le visage de ma mère a changé. Ses traits se sont détendus. Elle a commencé à sourire. Je l'ai inscrite à un atelier de poterie, elle qui avait toujours rêvé de faire des beaux-arts mais que mon père avait interdit car ce n'est pas un métier sérieux. La première fois qu'elle a ramené un vase, un peu tordu, mais magnifique, à la maison, elle a pleuré de joie. C'est à moi, a-t-elle dit. J'ai fait ça de mes mains.
Et personne ne m'a dit que c'était moche. Quant à la maison de Limoges, je n'ai pas mis ma menace à exécution immédiatement. Je n'ai pas expulsé mon père par la force. Je lui ai envoyé une lettre recommandée. Je lui laissais l'usufruit de la maison, à une condition, il devait payer toutes les charges lui-même. Plus un centime de ma part. Bien sûr, il ne pouvait pas. Avec sa petite retraite et ses habitudes de gaspillage, c'était impossible. 3 mois plus tard, l'électricité a été coupée. Puis l'eau. Finalement, c'est lui qui est parti. Il a appelé Clarisse pour qu'elle vienne le chercher. Il a emménagé dans un petit studio HLM en banlieue. La maison, vide et froide, a été mise en vente. J'ai vendu la maison 6 mois plus tard. J'ai remboursé la banque. Il restait un petit surplus de 40 000 €. Légalement, tout était à moi. Mais j'ai fait un dernier geste. J'ai divisé cette somme en deux. J'ai gardé 20 000 € pour emmener maman en voyage en Italie, son rêve. Et j'ai envoyé 20 000 € à mon père. C'était mon dernier chèque. Le solde de tout compte. Il ne m'a pas remercié. Il a dit à tout le quartier que je l'avais volé. Mais ça m'était égal. Je n'attendais plus sa validation. Clarisse? Elle a dû prendre un travail de caissière à mi-temps pour joindre les deux bouts, car sans mes virements, son mari a été obligé de vendre sa console de jeu et de chercher du travail aussi. Elle m'envoie parfois des messages aigres-doux sur Facebook, liquant mes photos de voyage avec un emoji triste. Je ne réponds pas. J'ai compris que la jalousie est une maladie incurable. Aujourd'hui, 1 an après ce fameux dîner, je suis assise sur la terrasse de notre nouvel appartement, dans le sud de la France. J'ai quitté Paris. J'ai ouvert mon propre cabinet de conseil en Provence. Maman vit avec moi, dans une annexe de la maison où elle a son atelier de poterie. Le soleil se couche sur les oliviers. Maman est en train de fredonner dans la cuisine. C'est un son que je n'avais jamais entendu quand j'étais enfant, le son d'une femme heureuse. On me demande souvent, tu ne regrettes pas? C'est ta famille quand même. Et je réponds toujours la même chose, le sang ne fait pas la famille. Le respect, l'amour et la réciprocité font la famille. Pendant des années, j'ai cru qu'être célibataire à 34 ans était un échec. Mon père m'avait convaincu que sans mari, je n'étais rien. Mais regardez la vérité, Clarisse a un mari, et elle est malheureuse, envieuse et dépendante. Ma mère avait un mari, et elle vivait dans la peur et la soumission. Moi? Je n'ai pas de mari. Mais j'ai la liberté. J'ai la dignité. J'ai la paix. Et j'ai sauvé la personne que j'aime le plus au monde, ma mère. Ce dîner, cette humiliation, a été la meilleure chose qui me soit arrivée. La douleur a été le réveil dont j'avais besoin pour arrêter d'être une victime et devenir l'héroïne de ma propre vie. Je ne suis pas une ratée. Je suis une survivante. Et je suis enfin libre. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous sentez piégé, utilisé, ou dévalorisé par ceux qui sont censés vous aimer, souvenez-vous de mon histoire. N'ayez pas peur de renverser la table. N'ayez pas peur d'être le méchant dans leur histoire, si cela signifie être le héros dans la vôtre. Votre valeur ne se mesure pas à votre statut marital, ni à la somme d'argent que vous donnez aux autres. Elle se mesure à votre capacité à dire « c'est assez ». Je mérite mieux. Merci de m'avoir écouté. Cette histoire est la mienne, mais je sais que je ne suis pas la seule. Si cette vidéo vous a touché, s'il vous plaît, laissez un « j'aime » pour soutenir la chaîne. Et surtout, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous valez bien plus que ce qu'ils disent.